Bon, bonsoir, merci d'être venu. Donc, on va vous présenter, on est très fiers de vous présenter ce soir le projet que vous avez sur la table. On présentera les grandes lignes, le projet pour Montluçon et pour l'agglomération. Donc, je vous ai déjà expliqué la démarche de construction de ce projet. Ça a été élaboré avec les Montluçonnais. On a travaillé plusieurs mois pour l'élaborer. On le fait par et pour les Montluçonnais. Et s'il est aussi riche et aussi constructif, c'est parce qu'il est le fruit de ce travail collectif. Des ateliers menés, des rencontres avec les associations, les syndicats, les clubs, les responsables de structures dans des domaines variés, transport, formation, etc. Et il s'agit bien d'un travail d'équipe et d'un espoir que nous portons collectivement auprès des Montluçonnaises et des Montluçonnais. Donc quelques-uns de mes colistiers vont vous présenter certains points de ce projet, de certaines thématiques. Donc c'est Luc qui va commencer sur l'économie. C'est moi qui commence. Donc sur les questions économiques, je vais essayer d'être assez clair et de ne pas passer de temps sur le bilan qu'on considère, nous, mais je crois, les Montluçonnaises et les Montluçonnais aussi, un bilan désastreux depuis 13 ans d'un maire UMP sur cette ville et aussi président de l'agglomération. Les derniers chiffres, même si le maire de Montluçon conteste les chiffres de Pôle emploi, comme il conteste ceux de l'INSEE, comme il conteste ce qui peut être écrit dans la presse, en attendant les chiffres sont là, plus 4% d'augmentation de chômeurs catégorie A, rien que sur le mois de janvier. C'est une situation véritablement catastrophique et préoccupante pour notre bassin. Il est arrivé, souvenez-vous, en 2001, on allait voir ce qu'on allait voir, le pôle du magnésium, le motor park, il y a des entreprises qui se sont implantées dans les zones d'activité, je pense en particulier sur le secteur de Dunlop, mais ce ne sont que des relocalisations d'activités. Beaucoup d'entreprises, même la grande majorité, la très grande majorité d'entreprises, c'est des entreprises qui étaient déjà sur le bassin montluçonnais, ou sur la grande agglomération, sur Commentry, sur des communes chamblées, sur des communes alentours et qui sont venues s'installer sur Montluçon. Une situation très préoccupante sur les grandes entreprises, avec des situations qui sont extrêmement difficiles. Je pense en particulier des entreprises telles que Admis, la SAGEM, des entreprises qui ont, contrairement à ce qui est dit, n'ont pas créé d'emploi, alors qu'elles ont bénéficié, je pense à la SAGEM en particulier, d'aides considérables. Les collectivités territoriales n'ont pas créé d'emploi. Et une réduction des contrats à durée déterminée de manière considérable. Je ne parle pas de Bréa, où sur 114 salariés licenciés lors de la fermeture définitive, seulement 20 ont retrouvé un contrat à durée déterminée. Sur 114, 20 ont retrouvé un contrat à durée déterminée. Donc une situation, voilà, je ne vais pas plus loin sur le bilan, il est absolument catastrophique. Et en même temps, il faut le dire tout de suite, si nous sommes élus, à la fin du mois, nous n'avons pas de carnet d'adresse, les choses sont très claires, mais par contre, nous dirons la vérité aux gens sur la situation, plutôt que de dénoncer des chiffres qui seraient faux, enfin bref, nous dirons la vérité aux gens, et nous leur expliquerons comment nous pouvons nous organiser pour éviter une poursuite de cette spirale infernale, et en leur expliquant bien aussi où sont les responsabilités. Lorsque je dis qu'il y a un bilan désastreux, c'est parce que le maire de Montluçon avait dit, en 2001, vous allez voir ce que vous allez voir, et on va recréer un dynamisme sur ce bassin. Nous sommes persuadés que la première des choses à faire, c'est qu'il faut être des élus résistants face aux politiques nationales, européennes, mondiales qui sont menées, face aux délocalisations, qui a besoin vraiment d'être unis face à ça, plutôt que de tirer d'ailleurs sur les salariés qui se mobilisent contre la casse de leur emploi. Et donc pour favoriser la transparence, la mobilisation de chacune et de chacun, dans le programme, la première proposition qui est faite, c'est la création d'un conseil économique local. Alors, on peut nous dire qu'il existe déjà un conseil économique de je ne sais plus quoi sur l'agglomération. Le conseil économique local, son rôle, alors Montluçon et le bassin, parce que les questions économiques, c'est pas que la ville de Montluçon, c'est y compris sur l'agglomération, voire au-delà, sur le bassin d'emploi de Commentry, il y a des choses aussi et des synergies à travailler avec. En tous les cas,
La mise en place de conseils économiques local permettrait, aurait un rôle très précis, puisqu'il permettrait d'avoir la transparence sur la situation économique dans notre bassin, de donner et de définir et de donner la transparence sur les aides qui doivent être attribuées aux entreprises. Parce qu'on n'est pas de celles et ceux qui disent aucune aide aux entreprises, c'est pas ça du tout. Il faut une collectivité locale, elle est là pour favoriser le développement, mais il faut qu'il y ait la transparence qui soit faite là-dessus et qu'il y ait aussi un certain nombre d'engagements de celles et ceux qui bénéficient de ces emplois. Je vous parlais tout à l'heure de la SAGEM, qui a bénéficié de sommes considérables et qui n'a pas créé un emploi. On a pris route de Châteauroux, des salariés qui étaient dans les bâtiments à gauche, et on les a mis dans les bâtiments neufs à droite. Mais on n'a pas créé d'emploi au global sur la SAGEM. Bréa System, qui depuis, je donne cet exemple-là aussi, mais depuis des années bénéficie d'un report, puisqu'ils sont dans un atelier relais, bénéficient d'un report de location de du bâtiment, parce que, paraît-il, ils ne peuvent pas payer, donc on reporte, sauf qu'au final, c'est des recettes en moins pour l'agglomération. Bréa System a bénéficié d'aide. Il faut en effet qu'il y ait des engagements qui soient pris. Sur la sécurité aussi, et je pense en particulier, il y a bien sûr la période d'Alchem, mais aussi sur environnement recycling, sur environnement recycling, où en effet, là aussi, il faut qu'il y ait un travail collectif qui soit mis. Donc, ce Conseil économique et social regrouperait les chambres consulaires, donc la CCI, les dirigeants des entreprises, les organisations syndicales de salariés, regrouperait bien sûr un certain nombre d'élus. Il y a aussi bien sûr à poser la question des PME-PMI, parce que ce n'est pas que les entreprises. Donc voilà ce que serait ce Conseil économique et social, et qui pourrait définir quelle politique on porte, quels moyens on met en œuvre sur les questions économiques. Donc c'est absolument important, et en particulier auprès des PME-PMI, je crois. Nous pensons, nous, qu'il est important de recentrer les actions de la collectivité sur les PME-PMI, qui aujourd'hui, et les artisans et commerçants, qui en ont véritablement besoin. Donc il y a un certain nombre de mesures prioritaires qui sont prises vers eux. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que lorsqu'il s'agit du commerce, on annonce, on est en campagne électorale, donc on nous annonce 210 emplois qui vont être créés sur la nouvelle zone commerciale de Saint-Jacques. Je vous rappelle juste qu'il y aura 120 emplois qui vont être transférés des commerces de la ville. Et les derniers éléments qu'on a, il n'y en a que 90 qui seront créés. On est loin des 210 emplois qui sont annoncés. C'est comme les usines qui sont construites à Lalou ou ailleurs, c'est en transfert d'un secteur à un autre. Pour les questions économiques, il me paraît important d'aborder la question de la formation professionnelle et du rôle en particulier des structures de formation professionnelle et de la mission locale. Et pour ça, on a besoin aujourd'hui de créer, il faut une mobilisation générale là-dessus, pour vraiment avoir un lien entre la formation professionnelle et les besoins d'emploi sur notre bassin. Aujourd'hui, Montluçon s'est isolé de la volonté de celui qui est aux affaires maintenant depuis quelques années. Il n'y a aucune synergie. On a rencontré des spécialistes de la formation professionnelle il y a quelques jours avec Nelly, et il n'y a absolument aucune synergie qui sont créées avec les autres bassins d'emploi sur ce sujet-là, comme sur plein d'autres, et en particulier avec les missions locales du département de l'Allier et donc celle de Moulins, puisque c'est surtout sur celle-ci que nous avons travaillé. Donc il y a vraiment besoin là de créer des synergies. Pareil sur la formation supérieure. On a des entreprises ici qui ont besoin sur notre territoire de main-d'œuvre avec des salariés diplômés, et il y a besoin là aussi de créer des synergies, en particulier avec les IUT et les autres pôles de formation. Et là, c'est un manque véritable. L'IUT de Montluçon n'est pas en train de se développer. On a là besoin de travailler et d'avoir des relations et des propositions très concrètes à travailler avec les pôles de formation supérieure sur Clermont-Ferrand. Et pour ça, faut-il encore avoir la volonté de prendre des contacts avec eux. Et enfin, un dernier point sur la question de l'économie, qui est transversale avec tout le reste, c'est la question de l'attractivité de la ville. Je ne vais peut-être pas développer là-dessus, peut-être que quelqu'un a prévu d'intervenir, mais il y a la question, pour développer des entreprises sur notre bassin, une collectivité locale et une collectivité territoriale, elle se doit de prendre des mesures très précises sur les questions de l'accessibilité, c'est-à-dire permettre à ce que dans notre ville, des salariés puissent se déplacer à l'intérieur de la ville, mais aussi venir sur nos territoires. Donc il y a besoin de ça. Il y a les questions de l'offre de services. C'est vrai pour l'enseignement, c'est vrai pour la santé. Une entreprise, elle ne viendra pas s'installer sur un bassin où on est en train de détruire le système de santé, où on est en train de perdre de la formation,
où on a des logements qui ne sont pas attractifs, des coûts de logement qui sont extrêmement élevés, où il y a un certain nombre de services, en tous les cas, qui disparaissent très régulièrement. Donc c'est tout ça le rôle d'une collectivité. C'est certes les questions économiques, favoriser les aides, développement, les synergies, mais c'est aussi permettre de donner des moyens aux salariés qui pourraient venir dans ces entreprises, bien de vivre sur le territoire. C'était long, hein. C'est parce qu'on était captivés. Patricia? Donc, pour ce qui est de la partie du volet aménagement, je développerai deux points principaux, deux gros chantiers, même je dois dire. Le premier, c'est la politique des transports au sens large. Et le deuxième, ça sera la redynamisation du centre-ville et plus particulièrement de la zone médiévale. Alors pour ce qui est de la politique des transports, vous pouvez voir en page 4-5 que la première proposition, c'est la gratuité des transports en commun. Ce qui se fait déjà dans plusieurs villes de taille équivalente à Montluçon, et ce depuis plusieurs années. Première raison, elle est, je dirais, philosophique. On considère que se déplacer dans sa ville, c'est un droit comme un autre et tout le monde doit pouvoir en bénéficier. Et en plus, ça génère du lien social, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas une chose à négliger. Deuxième raison, bien sûr, tout le monde a ça à l'esprit. Encourager les gens à prendre le bus, c'est bien évidemment les décourager de prendre leur voiture et donc limiter les émissions de gaz à effet de serre. Effectivement, on peut continuer longtemps à se lamenter sur les dégâts de la pollution en matière de santé publique et en matière d'environnement. On peut passer du temps encore, mais je pense que, et nous pensons tous, ce qui est le plus urgent, c'est de changer nos habitudes dès maintenant et de commencer à prendre le problème à bras le corps. Donc, gratuité des transports, mais il est bien évident que proposer seule la gratuité des transports, ça ne suffit pas. Il faut que ça se couple avec un réaménagement du réseau, du plan de circulation des bus. Parce que si c'est la galère pour se rendre d'un point A à un point B, s'il faut changer 3 fois de bus pour atteindre le point qu'on s'est fixé, le bus a beau être gratuit, c'est pas ce qui va encourager les gens à le prendre. Donc, aménagement d'un réseau cohérent et pratique pour faciliter les déplacements vers les lieux culturels, éducatifs, sportifs et tous les services, bien évidemment. Donc voilà, gratuité, mais qui va de pair avec un réaménagement du plan de circulation des bus. Alors, il est bien évident que le dossier des transports, il est beaucoup plus large que ça. Ça ne se résume pas au transport en commun. Limiter, on parlait tout à l'heure de limiter l'usage de la voiture, ça veut aussi dire qu'il faut revoir la place des autres moyens de locomotion dans la ville, et notamment bien sûr la marche et le vélo. Ce qui suppose de réaménager aussi tous les espaces cyclables et pédestres de la ville. Cyclables parce que pour l'instant, il y a encore un sérieux problème de cohérence, c'est-à-dire qu'on a des tronçons qui sont parfaitement bien aménagés et puis on arrive au bout et là, paf, plus rien. Donc on fait quoi avec le vélo? Et aussi, il y a des endroits qui sont aménagés, mais qui sont encore très dangereux. Je pense notamment au pont, notamment au pont Saint-Pierre. Moi, je ne prendrais pas vélo personnellement, parce que c'est encore très dangereux. Donc, il y a des choses à revoir à ce niveau-là. Aussi, au niveau des parcours pédestres, le but, c'est de fournir aux piétons des itinéraires courts et commodes. Voilà, quitte à détourner un peu les voitures, mais pour les piétons, je pense qu'il faut leur fournir des itinéraires directs. Donc, pour résumer, il faut tendre à un espace qui soit équitablement partagé entre piétons, cyclistes, bus et automobiles, ce qui ne saurait être le cas actuellement. Pour preuve, essayez, si vous êtes piéton, de traverser, je ne sais pas, au niveau du boulevard de Cortet, au niveau de Patapin, là, et essayez de traverser à ce niveau-là, vous verrez. Essayez de traverser au grand croisement des Marais. Voilà. Quand le feu passe au vert, il faut même courir parce que, voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est pas toujours facile d'être piéton à Montluçon. Dans l'absolu, d'ailleurs, pour parler des piétons, le centre-ville devrait, d'ailleurs, être prioritairement pour les piétons, normalement, et on en est loin, hein. On en est très loin. C'est pour ça que dans nos propositions, il y a aussi
nous proposons aussi de rendre le centre-ville partiellement piéton dans un premier temps le samedi après-midi. Et pour en avoir discuté aussi, pas plus tard qu'hier, avec une association concernée, pourquoi ne pas transformer le centre-ville en zone limitée à 30 km/h pour sécuriser la zone et pour que la voirie soit équitablement partagée entre tous les utilisateurs. Voilà, donc en conclusion, c'est un énorme chantier, on en est conscient, un chantier qui prendra sûrement plus d'un mandat, parce que ça sous-entend la remise en place complète de tous les plans de circulation de l'agglomération, et aussi parce que c'est un projet qui est à penser dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas aménager un tronçon, puis un autre, puis un autre, ou alors ne s'occuper d'abord que des pistes cyclables, puis après, non. Il faut vraiment tout repenser, voilà, tout remettre à plat et ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un gros boulot. J'en profite aussi pour dire qu'il serait bien aussi, pour en avoir aussi parlé avec les associations, de relier la voie piétonne de Néry avec celle qui va à Vallon. Ça, c'est pour la traversée de la ville. Mais il y a aussi un travail à faire avec le Conseil général, puisque en ce moment, il y a, depuis déjà pas mal de temps, il y a un maillage du département qui est fait pour développer le réseau cyclable dans le département et pour promouvoir le cyclotourisme. Et cet aspect-là n'est pas à négliger, le cyclotourisme, quand on pense à toutes les retombées économiques que ça peut avoir pour notre région. Donc travailler au niveau de la ville, au niveau de l'agglo et aussi au niveau du département. Voilà. En conclusion, ce qu'on pourrait dire par rapport à ça, c'est qu'il ne faut surtout pas attendre. Je ne sais pas ce qui va se passer dans un mois, mais je pense qu'il faut que sur ce mandat, ce chantier soit mis en œuvre, ne serait-ce que pour avoir des financements européens qui peuvent s'obtenir dans tout ce qui est politique de promotion du développement durable. Donc il ne faut pas attendre. Il ne faut pas que Montluçon loupe le coche voilà, dans ce domaine-là. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir ce soir, c'est donc la redynamisation, j'y arrive, du centre-ville et en particulier de la zone médiévale. Alors là, il y a deux points qui méritent qu'on s'y attarde. Autour du MUPOP, premièrement, et deuxièmement, se réapproprier tous les sites vacants, qui sont quand même très nombreux en centre-ville. Alors autour du MUPOP, donc on a ce musée, qui attire beaucoup de monde. Le problème, c'est que les gens, quand ils sortent du musée, ben voilà, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, peuvent visiter le jardin Wilson, qui est très agréable, mais bon, voilà, ils sortent du musée, qu'est-ce qu'ils font? Donc on a réfléchi à ça. Ça veut dire qu'il faut quand même faire vivre le quartier autour, pour que les gens aient quelque chose à faire après la visite. Donc on propose notamment de racheter les nombreux locaux qui sont libres, notamment rue Grande, mais aussi sûrement dans d'autres rues adjacentes, pour y installer des artisans, pourquoi pas, alors en lien avec la musique, mais pas seulement. On peut étendre ça à d'autres domaines artistiques, luthiers, etc. Il faut aussi, les gens, quand ils sortent du musée, ils aiment bien aller boire un pot. Donc, pourquoi ne pas avoir des cafés, des restaurants, des choses comme ça, parce que le musée, à ma connaissance, n'a pas ne dispose pas d'un coin restauration. Donc, voilà, des choses comme ça. On a une librairie en ligne de la rue Grande, pourquoi pas installer un café littéraire en lien avec? Pourquoi ne pas valoriser aussi le local des compagnons? Quand on n'habite pas le quartier, on a tendance à penser que personne n'y vit, pourtant si, il y a des gens qui y vivent, donc ça c'est aussi un atout, donc il faut y penser aussi. Voilà, donc l'idée de faire revivre, de profiter de la présence du MUPOP et faire revivre le quartier par rapport à ça. Deuxième volet, je parlais de réappropriation des sites vacants, ils sont très nombreux dans le centre-ville, ne serait-ce que le château et son esplanade, qui maintenant ne sont plus utilisés. Donc pour l'esplanade, il y a des choses très simples, oui et non, très simples sur le papier, mais pourquoi pas
proposer des expositions en plein air l'été, avec une terrasse de café. Ça a l'air d'être un... J'insiste, ça revient tout le temps les cafés, mais bon, pourquoi pas. Donc des expos de plein air, une terrasse d'été, des choses comme ça. Il a été proposé aussi d'y installer le musée de la Résistance, pourquoi pas, à l'intérieur cette fois. Un autre lieu qui devient urgent de se réapproprier, c'est l'ancienne mairie, qui dispose maintenant devant d'une place qui a été refaite à neuf, mais une place où il n'y a pas grand monde, puisque vu que la mairie ne propose plus beaucoup de services, eh ben, il n'y a pas grand monde qui y va. Donc l'ancienne mairie, ben, il y a plein de choses à y faire, notamment pour revaloriser la salle des congrès, qui est quand même une belle manifestation d'un patrimoine architectural du 19e, avec des fresques magnifiques. Donc y installer des expos, organiser des visites, des choses comme ça. Et puis dans cette mairie, installer des structures, alors à voir, hein, notamment peut-être pour les jeunes, parce que bien sûr, il ne faut pas que les jeunes soient exclus du centre-ville, loin de là. Donc pourquoi pas installer des structures dans leur direction dans cet endroit-là. Et puis dans ces sites vacants, on peut aussi concevoir d'accueillir des artistes en résidence aussi, pourquoi pas, hein, pour animer un petit peu le quartier. Voilà. On pourrait aussi parler de rénovation du patrimoine architectural, hein, l'ancien doyenné notamment, dont une partie du toit est sous une bâche depuis pas mal de temps. On a une tourelle d'escalier du XIIIe siècle qui tombe en ruine, des bâtiments rue de la Fontaine qui sont insalubres, enfin il y a du boulot. Voilà. Merci. Donc c'est à mon tour. Moi je vais vous parler de la jeunesse et de l'enfance. Donc on a fait un constat, enfin on a déjà une proposition mais que vous avez entendue, ce serait que la petite enfance passe en compétences d'agglomération. Ça a été annoncé par notre ami Christian, son voisin à Désertine, donc on partage tout à fait cet engagement. On est parti d'un constat, hein, c'est qu'à Montluçon, la jeunesse et l'enfance, c'était pas forcément la priorité du maire, on s'en est même très loin. Notre ville doit faire toute sa place à l'enfance et à la jeunesse. Notre fil rouge doit être l'égalité de tous les enfants pour leur offrir les mêmes opportunités et les mêmes droits pour grandir dans des conditions dignes, et tous les enfants, quels que soient les revenus de leurs parents, doivent être traités de la même façon. Donc nos engagements pour la petite enfance, c'est étudier et quantifier les besoins en matière d'accueil, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, notamment avec le porte-à-porte, qu'il y a des zones à Montluçon comme Dunlop par exemple, où il n'y a pas de garderie, pour faire garder ses enfants c'est très compliqué, on a été plusieurs fois interpellés là-dessus. Donc ensuite, mettre en place un projet d'accueil et de formation pour la petite enfance qui privilégie le bien-être de l'enfant, son développement et sa socialisation. Il y a un axe important, c'est offrir à chaque enfant la possibilité de réussir et de s'épanouir, mais ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y a quand même un sujet que la loi va nous imposer pour la rentrée 2014, c'est mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires en maternelle et en primaire, dans l'intérêt de l'enfant, mais en étroite concertation avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants. Bon, on dénonce, nous, depuis le début, au Front de Gauche, le fait que cette réforme, elle devrait être prise en charge par l'État et non par la municipalité, parce que forcément, entre les municipalités, ça crée une discrimination, parce que si vous n'avez pas les moyens, si vous êtes par exemple Villebray, vous n'avez pas les mêmes moyens que Montluçon, et si vous êtes Paris, vous n'avez pas les mêmes moyens que Montluçon, donc ça, au niveau de l'équité, ça nous pose quand même un problème. Proposer la gratuité totale des activités éducatives, veiller à la qualité et la diversité des nouveaux apprentissages possibles, évaluer la manière collective et régulière le dispositif en créant un conseil éducatif local, composé de parents d'élèves, d'enseignants, et plus largement des équipes éducatives, donc avec les animateurs, les ATSEM, en vue de la rentrée scolaire 2014. C'est ce conseil qui donnera l'organisation de la réforme des rythmes scolaires, si on est élu bien sûr. Porter une attention particulière à la restauration scolaire. Il y a des enfants à Montluçon dont le seul repas, c'est le repas du midi à la cantine. Et pour nous, il est indispensable que chaque enfant dans cette ville puisse manger. C'est inadmissible que des enfants ne puissent pas être inscrits à la cantine pour des raisons financières. Donc c'est simplifier l'accès et retrouver toute la souplesse nécessaire, comme il existait avant, pour que chaque famille puisse bénéficier de ce service avec moins de contraintes.
Nous rechercherons des produits de qualité issus des circuits courts et de l'agriculture biologique et raisonnée en privilégiant l'économie locale. Vous savez que le Conseil général a mis en place un dispositif qui s'appelle Agri-Local. Et ben ça rentre effectivement dans nos engagements et dans notre manière de faire de la restauration scolaire avec des produits d'ici. Il y a un deuxième point dont on entend pas mal parler aussi aujourd'hui, c'est la jeunesse. Alors bien sûr l'enfance c'est la jeunesse, mais la jeunesse c'est l'avenir de Montluçon et elle est souvent assez maltraitée. Vous savez qu'elle s'en va, elle a tendance à partir cette jeunesse parce que ici eh bien, il n'y a pas forcément des perspectives d'avenir extraordinaires quand on a 15, 18, 20, 25 ans. Donc à ce niveau-là, on est aussi conscient qu'il y a un problème de précarité chez les jeunes à Montluçon qui est assez important. Vous savez, il y a des jeunes dans cette ville à qui on a coupé l'électricité, il y a des jeunes dans cette ville qui vivent dans des situations sociales dramatiques, qui se retrouvent à la mission locale où on ne leur répond pas, on leur donne le prochain rendez-vous dans un mois. Et puis voilà, et ça traîne, et ils peuvent compter que sur la solidarité de leurs proches. Et je vous dis ça avec en plus beaucoup de... Je suis très à l'aise à vous dire ça, puisque moi j'en connais un certain nombre de jeunes qui sont dans cette situation. Donc il faudrait que le CCAS soit beaucoup plus accessible aux jeunes et à leurs familles. Il faut aussi, on a comme projet de relancer et moderniser les points rencontres, et notamment redynamiser le service jeunesse. Vous savez, on le dit depuis maintenant, moi je l'entends depuis 13 ans, Daniel Duguerry, il a cassé un service de jeunesse qui était à Montluçon très performant avant 2001. Donc nous voulons aussi installer en centre-ville un espace pour les jeunes qui regroupe les structures qui leur sont destinées, c'est-à-dire l'espace Montluçon Jeunesse, l'EMJ, qui est installé rue des Forges, la mission locale, la Fondation Montuzès. Vous n'êtes pas sans savoir que la ville gère la Fondation Montuzès qui permet aux jeunes, qui est le legs Montuzès, qui permet aux jeunes, sous conditions de ressources, de pouvoir être aidés dans leurs études. Et on trouve, à notre avis, que c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant. Créer des lieux de rencontre et d'échanges attractifs, informels et ouverts, étudier les besoins des jeunes en matière de logement. Il y a des jeunes aujourd'hui, prendre un logement, oui, alors à Montluçon Habitat c'est possible. Chez un bailleur privé, vous savez qu'il faut un garant, il y a des jeunes qui n'ont pas de garant, surtout dans une ville comme Montluçon. Donner de la cohérence à l'offre destinée aux jeunes et garantir l'accès à tous en relation avec les structures associatives, sportives et culturelles existantes. Ça va piétiner un peu sur... mais ça piétine pas, non, parce que c'est en lien, mais sur le sport et la culture. On s'est rendu compte, je ne vais pas développer énormément là-dessus, parce que mes copains vont en parler tout à l'heure, mais vous l'avez vous-même relayé à plusieurs reprises, il y a quand même des jeunes à Montluçon qui jouent plus dans les clubs, parce qu'on est dans une politique du sport qui est une politique élitiste, et vous avez un certain nombre de jeunes de Montluçon qui jouent à Domérat, qui jouent à l'Uniorol, au football par exemple, ou qui vont au rugby à Commentry, qui vont au rugby ailleurs, parce qu'aujourd'hui on a une politique du sport qui est uniquement élitiste, et il n'y a plus de sport populaire à Montluçon comme ça a existé. Donc il y a aussi l'idée d'élargir le passeport jeune et, à l'accès au logement, à la citoyenneté, à la santé, à la formation, à l'emploi, à la mobilité, c'est-à-dire de ne pas seulement le réduire aux activités de loisirs, mais que ça soit une véritable béquille pour les jeunes dans cette ville. Voilà, comme je vous l'ai dit, la jeunesse c'est l'avenir de Montluçon, et je vais me permettre de rajouter quelque chose quand même, vu la période et vu ce qu'on entend un peu partout en ce moment. Et il y a des choses que j'entends, que je vois, qui me choquent. Et j'en parle avec un certain nombre de personnes qui ont mon âge et qui sont aussi choquées. Pour discuter avec la jeunesse montluçonnaise à peu près tous les jours, hein, parce que je connais quand même un certain nombre de jeunes dans cette ville, elle n'est pas dupe des manifestations opportunistes de certains qui s'en réclament. Et je peux vous dire qu'il y en a certains dans cette ville qui sont très en colère de voir comment ils ont été manipulés pendant des années par certains et qui se rendent compte qu'aujourd'hui, ces certains, c'était leur intérêt personnel qui les intéressait et non l'intérêt collectif. Ce n'est pas en étant clientéliste et démago, ce n'est pas en écumant les boîtes de nuit de la ville une nuit tous les 6 ans qu'on sert la jeunesse montluçonnaise. Ça, moi, ça me paraît quelque chose, vraiment, c'est de l'affichage. C'est quelque chose qui me paraît vraiment nous prendre, excusez-moi, mais pour des cons. Il y a des jeunes à Montluçon qui représentent très largement la jeunesse. Des jeunes qu'on ne met pas en avant, mais toujours les mêmes en avant. Mais il y a des jeunes qui représentent très largement la jeunesse dans cette ville. J'ai pu l'observer. Il y en a notamment un ici qui s'appelle Abdellah Kamri,
qui pour moi représente beaucoup plus la jeunesse que certains qui s'en réclament en permanence. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous dire sur le programme et sur ce petit coup. Voilà. Merci. Bonjour, alors moi je vais parler de la culture et je vais d'abord essayer de développer quelle vision on a de la culture. Donc pour nous, mettre en place une politique culturelle, ça ne consiste pas à servir la soupe de la consommation de masse, mais ça doit se préoccuper d'objectifs plus élevés. En effet, la culture vise à l'émancipation de l'individu, mais aussi à développer son appartenance à la grande communauté humaine. La culture, c'est aussi s'autoriser à réfléchir, à rêver, à sublimer et à inventer le réel. C'est aussi partager, créer des liens, s'enrichir mutuellement les uns les autres. Concrètement, nous souhaitons mettre en place un vrai service culturel au service des gens et avant tout nous appuyer sur les nombreuses associations existantes pour mettre en œuvre un projet qui accompagne les habitants de la ville. Avec notre liste, on souhaite que les habitants soient acteurs de leur environnement et de leur ville. Ce service pourra coordonner un conseil local de la culture. Mes collègues ont parlé de ça. Il y aurait du conseil local, en fait, un peu sur plusieurs sujets. Voilà, qu'on imagine, nous, sous forme de forum, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre les acteurs de la culture et les gens qui décident, et le pouvoir, quoi. Et à travers ça, on va essayer de faire vivre la démocratie participative. Je crois qu'il y a un point important de notre liste. Bon, laissons là d'abord. Donc après, on a quelques pistes. Donc pourquoi pas, au lieu de faire un multiplex de cinéma, pourquoi pas créer un cinéma municipal en lien avec les associations, avec les écoles, créer un festival jeune public, mais aussi laisser, je ne sais pas, pourquoi pas faire un festival des 3 continents, s'intéresser à d'autres types de cinéma que le cinéma de grande consommation. Imaginez une réutilisation populaire des salles abandonnées de la mairie ou de l'ancien conservatoire pour la culture, mais aussi pour que les gens puissent s'investir dans la ville et se dire, bah oui, ça nous appartient, notre destin, il nous appartient. Une ville qui appartient à ses habitants. Pourquoi pas aussi un festival qui favorise la rencontre des peuples et des cultures. On a aussi pensé que la mémoire ouvrière de la ville, c'est important. Il y a un organisme qui s'appelle le Crayum. C'est un nom un peu barbare, mais en tout cas, c'est une association qui s'occupe de la mémoire ouvrière. Et donc faire aussi des moments fédérateurs qui favoriseraient toujours la rencontre des habitants les uns avec les autres. Pour arrêter la morosité ambiante et faire de cette ville un lieu de vivre ensemble où on puisse se sentir acteur et heureux. Pour nous, la ville, la culture, elle est inséparable des valeurs de l'éducation populaire. Nous mettrons donc en place une véritable politique d'action culturelle permettant à chacun d'avoir accès à l'enseignement des matières artistiques, pas seulement en matière de prix, mais en allant directement vers des populations qui ne se sentent pas légitimes dans les lieux culturels, pour qu'ils puissent s'y impliquer et se rendre compte que ça leur appartient. C'est des choses qui sont confisquées en fait par le capitalisme, mais qui nous appartiennent à nous, quoi. Et elles appartiennent aux gens, il faut juste qu'on puisse leur donner les moyens de s'en rendre compte. Donc il faut soutenir les structures de terrain, parce qu'il y en a beaucoup ici, les maisons de l'enfance, les centres pour la jeunesse, la MJC, pour qu'ils aient des moyens de travailler, de faire une mairie qui est au service de ses habitants, et pas au service d'une image. Et aussi au service de leurs désirs. Nous pouvons nous appuyer pour cela sur les nombreux atouts de la ville, car nous avons ici un CDL, le FRACA, un théâtre municipal, une SMAC en construction, un centre d'art contemporain, le musée de la musique, des artistes et des compagnies. Nous pouvons faire de Montluçon un exemple de ville culturelle, vivante, dynamique, animée par les rêves et les désirs de ses habitants. Une ville enfin où l'humain trouve sa place. Bien, là vous nous parlez du sport. Le sport est nécessaire pour que des jeunes d'origines diverses puissent se rencontrer, mieux se connaître et s'apprécier. Toutes les nationalités se côtoient, se mêlent.
Le sport est un vecteur d'intégration, un lieu de rencontre intergénérationnelle. Il est aussi indiqué pour les personnes les plus âgées, se maintenant en forme et gardant une meilleure santé. Pour cela, il faut améliorer les structures existantes, voire en créer de nouvelles, telles qu'un boulodrome, un stade d'athlétisme avec des tribunes, des vestiaires, des sanitaires, une salle pour les sports de combat et une salle de gym, une amélioration réelle des stades existants. Et tous ces projets se feront en concertation avec les pratiquants et les dirigeants de clubs, et en adéquation avec les besoins des usagers. Le foot à Montluçon est une discipline sinistrée au niveau des structures. L'équipe première de l'IUFM joue au Stade des Îlets, qui n'est pas aux normes pour recevoir une équipe au-delà de la division de l'Or. Ça va pas loin. Dans le cadre d'une rencontre avec une équipe supérieure, l'IUFM joue au Stade d'Olop. Alors là, c'est un véritable champ de patates, car utilisé par tous les clubs de l'agglo. Enfin, je finirai par une meilleure liaison entre les clubs et l'OMS serait nécessaire. Merci. Eh bien moi, je vais reprendre un petit peu tout ce qui a été dit, puisqu'en fait, ce qui fait le lien entre tout ça, je pense que vous l'avez compris, mais je vais le redire un tout petit peu, c'est que c'est la méthode, notre conception du travail, la concertation et la transparence visée dans tous les dossiers. J'avais eu l'occasion en novembre de dire que ce qui redonnerait confiance en la politique et en la citoyenneté, c'était de repolitiser d'abord le niveau le plus proche des citoyens, c'est-à-dire l'échelon local, l'échelon municipal ou d'agglomération. Les élus n'étant que les représentants des citoyens, il est donc de leur devoir de les associer d'une part aux décisions et d'autre part au contrôle. Et donc nous nous engageons, et je le ferai tout à l'heure sous une forme plus formelle, sur une gestion démocratique de la ville et d'agglomération, donc avec les termes importants, concertation, transparence et donc citoyenneté. Alors, concernant la concertation, je vais reprendre les quelques éléments qui ont été indiqués. Concertation avec les citoyens, avec les associations, avec tous les partenaires. Avec les nouveaux outils de concertation dont nous avons parlé, comité d'usagers pour le logement, pour le transport, pour l'eau, conseil éducatif local, conseil économique local, conseil local de la culture et du sport, observatoire de la santé et de l'économie. Donc tout à l'heure, Pierre va parler du conseil économique, du conseil éducatif local, par exemple, qui travaillerait très très vite, puisqu'il faudrait préparer la rentrée 2014 en remettant à plat l'organisation des rythmes scolaires, qui sinon va se faire sans concertation ni anticipation. C'est-à-dire qu'il va y avoir imposé des activités peu pédagogiques probablement, mais dans l'urgence, sûrement. Mise en place d'un observatoire de la santé, donc avec les responsables et les salariés de l'hôpital, mais aussi les médecins de la ville, les associations d'usagers. Le conseil local de la culture, donc Claire en a parlé, le conseil économique local, lui vous en a parlé aussi précédemment. Les concertations très importantes sur les aménagements, Patricia l'a développé tout à l'heure. Donc elle a parlé essentiellement, beaucoup des déplacements doux, donc concertation avec les associations qu'on peut considérer comme expertes, mais aussi les habitants concernés, les riverains. Tout cela permettant de faire un aménagement cohérent. Là, on a des réalisations partout en ville, on ne va pas les nier. Depuis plusieurs années, il y a des constructions, on a du béton, mais sans cohérence. Donc du béton qui s'affiche, mais pas de service supplémentaire à la population. La concertation, bien sûr, je pense que n'en a pas parlé, Patricia, ce serait aussi pour l'aménagement des rives du Cher. Bon, tous les candidats en ont parlé, l'aménagement des rives du Cher. Nous proposons, bien sûr, puisque là, si on part de la piscine jusqu'à la partie nord de la ville, et donc c'est une piscine Saint-Jean, pardon, il y a un énorme chantier à avoir, mais en concertation, bien sûr, avec d'une part les associations, d'autre part tous les riverains, et évidemment les services de la ville qui sont experts techniques. Autre aspect de concertation et de citoyenneté, nous ouvrirons les commissions municipales aux citoyens et aux associations. Ils ont le droit de participer à la vie, à la conception des décisions. Là, pour le moment, moi j'ai vu
exceptionnellement des invités extérieurs dans ces commissions. Donc il faut que ce soit ouvert, il faut qu'il y ait une transparence vis-à-vis du travail municipal. Nous souhaitons un suivi participatif donc ouvert et régulier du projet de territoire et du projet d'agglomération également d'ailleurs. Nous souhaitons bien sûr développer la participation citoyenne, donc impliquer au maximum les habitants, les jeunes, on a parlé des jeunes, les nouveaux résidents, ceux qui viennent d'arriver, il faut réussir à les impliquer très vite dans la cité, dans la vie de la ville, les impliquer dans la mise en œuvre de projets, alors ça peut être au travers de projets de quartier par exemple, ou de projets d'association. Il faut gérer de façon transversale les projets, on a parlé tout à l'heure de la dynamisation du centre urbain, eh bien il n'y a pas que, il y a la culture qui peut intervenir, il y a le sport, il y a l'architecture, il y a des tas de domaines qui doivent intervenir de façon transversale. Donc pour ça, il faut toujours travailler en synergie avec de très nombreux partenaires. On n'improvise pas un projet comme ça, et surtout, on ne l'impose pas. Nous donnerons également, j'ai parlé un petit peu des conseils de quartier, nous donnerons aux conseils de quartier des moyens pour fonctionner et pour que soit enfin reconnu leur rôle de proposition. Parce que pour le moment, il y a des réunions de quartier, en gros ça n'aboutit jamais à rien. Concertation, mais aussi transparence. C'est l'absence de transparence qui a trop souvent conduit à la suspicion envers la chose politique, envers la politique et envers les élus. Et donc, eh bien, il est primordial d'ouvrir les comptes et les moyens de contrôle. Aussi, nous nous engageons à mettre en œuvre en permanence, à disposition de tous les Montluçonnaises et Montluçonnais, l'ensemble des données publiques sur l'action municipale, sur l'utilisation de l'argent du contribuable, sur les évolutions socio-économiques chiffrées. Et quand on dit les mettre à disposition, c'est-à-dire qu'on ne va pas systématiquement dénoncer, comme ça se fait actuellement, les chiffres de l'INSEE, les chiffres des ministères, etc. Quand il y a des chiffres des institutions officielles, on peut considérer qu'ils sont justes. Nous ferons réaliser un audit citoyen des dépenses et des recettes communales. Le bulletin municipal, je pense que vous en avez souvent entendu parler, le bulletin municipal doit apporter une information objective au service des Montluçonnais. Ce n'est pas un bulletin de propagande. Et il faudra d'ailleurs également mettre en place un bulletin communautaire. Il y a de temps en temps, exceptionnellement, des parutions, mais je pense que j'en ai vu qu'une depuis quelques années. Or, l'agglomération a des rôles extrêmement importants, donc il n'y a aucune raison que l'ensemble de la population de l'agglomération ne soit pas informée de ce qui se passe en conseil communautaire, par un bulletin, bien sûr. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'ouverture des commissions municipales aux citoyens. Ceci améliorera également, bien sûr, la transparence, puisque non seulement ils seront concertés, mais en plus ils verront, ils pourront témoigner de ce qui se passe, de la façon de travailler. Et concernant enfin la citoyenneté, donc il est nécessaire d'améliorer la vie démocratique et la participation, on l'a dit tout à l'heure, avec participation aux décisions. Nous nous engageons à faire vivre le référendum d'initiative locale en cas de grands projets structurants. Si on veut modifier l'image de la ville, il faut que les Montluçonnais, les habitants de la ville soient d'accord. Et pour ça, c'est le référendum d'initiative locale qui est le plus pertinent, puisque chacun a le droit de s'exprimer. Nous nous engageons également à faire vivre le droit de saisine du conseil municipal si 5% des électeurs de Montluçon le demandent sur une question ou une proposition relative aux compétences de la commune. Bien sûr, à Montluçon, il est évident qu'il y a un déficit de démocratie. Et ce déficit de démocratie est du fait notamment du cumul des présidences de la ville-centre et de la mairie et de la communauté d'agglomération. Et donc, nous affirmons notre opposition à ce cumul et nous agirons ensemble pour que les fonctions de maire de Montluçon et président de l'agglomération soient occupées par 2 personnes distinctes. La plupart des éléments que j'ai donnés là figurent donc dans la charte que je vais signer, la charte anticorps, anticorruption, non-cumul des mandats, etc. Vous en verrez un exemplaire. Et je vais juste terminer sur une dernière chose. Je veux affirmer avec force que dans un contexte politique brouillé, il est urgent de convaincre les abstentionnistes de prendre part à la vie politique,
de s'exprimer, déjà en votant et ensuite en participant constamment à la vie des cités. Voilà, je vous remercie. Bien. Peut-être juste sur le chiffrage de la gratuité des transports, notamment, vous l'avez fait ou La gratuité de transport, c'est une compétence d'agglomération, donc ça a été décidé bien sûr en réunion d'agglomération. C'est un choix politique, c'est-à-dire que bien sûr il faudra le financer, c'est de l'ordre de entre 15 et 20%, ouais, plutôt 15, hein. La participation, ce qui reste, je vais y arriver, les recettes actuelles de la billetterie, en réalité c'est 15 à 20% du budget, c'est-à-dire que tout le reste est déjà financé. Donc cette somme-là, il faut la trouver, c'est de l'ordre de 900 000 € par an. Et bien là, c'est un choix politique, c'est-à-dire que si l'agglomération décide que 900 000 € doivent être consacrés au transport, eh bien on les met sur le transport. On fait attention aux aides, on a signalé plusieurs fois les fonds perdus à Montluçon Viande, 870 000 €, un an de transport, voilà, par exemple. Et puis c'est un choix, il faut assumer ses choix et il faut donner les moyens, c'est-à-dire qu'évidemment on ne va pas faire des constructions à des coûts exorbitants par ailleurs. il y a beaucoup de choses. Juste, c'est un point de détail, mais quand vous dites rendre le centre-ville partiellement piéton, notamment samedi après-midi, qu'est-ce que vous entendez par centre-ville? Ah oui, c'est vrai, on a oublié le boulevard de Courtrai. Alors, La charte. alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, je vous lis les titres dans cette charte. Donc, charte anticorps. Les engagements de cette charte en valeur de contrat de mandat pour les partis signataires, c'est-à-dire le candidat tête de liste, les élus et l'association qui a porté ceci, donc l'association anticorps. Donc, dans les engagements, non-cumul et limitation des mandats et des fonctions exécutives. J'en ai parlé. Bonne pratique de gestion. Le contrôle permettre à tous les élus le contrôle et l'élaboration du budget, la passation des marchés publics, etc. Donc, voilà, transparence. D'ailleurs, le troisième thème s'appelle transparence. Donc on en a beaucoup parlé, je pense que vous avez compris qu'on est tout à fait pour la transparence. Reconnaissance de l'opposition, que bien sûr les élus de l'opposition soient non seulement représentés mais aussi respectés. Participation citoyenne, on a développé certains aspects. Donc les commissions, les participations, les conseils locaux. Publicité des informations. C'est un peu plus long et un peu plus technique. Je vous donnerai les éléments, si je vous donnerai les documents. Traitement des atteintes à la probité. Au nom de l'exemplarité des élus, le candidat signataire s'engage à suspendre les fonctions exécutives et les délégations d'un élu mis en examen pour un délit d'atteinte à la probité dans l'exercice d'un mandat électif, et à retirer les fonctions et délégations de l'élu qui a fait l'objet d'une condamnation définitive. Prévention du trafic d'influence, choix des organismes financiers, avec la notion de transparence également. Voilà. Les thèmes qui sont abordés dans cette charte. Non, je crois pas qu'il y en ait plusieurs. On vous la transmettre pas. Vous la transmettre pas. Enfin, je cherche le document. Donc vous l'avez sur Internet. On vous la transmettre pas. J'ai perdu le document à signer. Je mets mon nom quand même. Voilà. On a tout lu? Merci.